Imagine une mer de bisons. Des milliers de corps massifs qui avancent dans la poussière. Le sol tremble sous leurs sabots. L'herbe haute se couche sur leur passage. À l'horizon, tout semble vivant, immense, impossible à arrêter. Et pourtant, derrière cette force colossale, une autre présence avance en silence. Un loup. Pas un loup de conte. Pas un monstre hurlant sous la lune. Un prédateur patient, discret, capable de suivre pendant des heures, parfois pendant des jours, le mouvement des grands troupeaux. Dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, ce loup avait un nom qui disait déjà tout, le Buffalo Wolf, le loup des bisons. On l'appelle aujourd'hui le loup des grandes plaines. Et son histoire n'est pas seulement celle d'un canidé sauvage. C'est l'histoire d'un monde où le loup et le bison étaient liés par une règle ancienne. L'un avançait, l'autre suivait. L'un formait des troupeaux gigantesques. L'autre attendait la faiblesse, la fatigue, l'erreur, l'instant où la vie bascule. Mais ce qui rend ce loup fascinant, ce n'est pas seulement sa manière de chasser. C'est ce qui lui est arrivé quand les bisons ont disparu. Car ce prédateur n'a pas seulement été traqué. Il a vu son territoire se vider. Il a vu sa grande proie s'effondrer. Il a vu les plaines, autrefois pleines de sabots, de poussière et de cris sauvages, se transformer en terre clôturée, en pâturage, en route, en marché. Et quand le bison a été presque effacé des horizons, le loup qui le suivait est devenu, lui aussi, un fantôme. Alors une question reste suspendue au-dessus des grandes herbes. Que devient un prédateur quand le monde qu'il a façonné disparaît avant lui? Dans cette vidéo, on va remonter la piste du loup des grandes plaines. On va comprendre pourquoi il suivait les bisons, comment il survivait dans un territoire immense, pourquoi l'homme l'a transformé en ennemi. Et pourquoi son histoire raconte bien plus qu'une simple disparition animale. Elle raconte la fin d'un équilibre, la fin d'un royaume sauvage, et peut-être la disparition d'un loup qui n'était pas seulement un chasseur, mais l'ombre vivante des bisons. Pour comprendre le loup des grandes plaines, il faut d'abord oublier l'image du loup caché dans une forêt sombre. Ici, il n'y a presque rien pour se dissimuler. Pas de grands murs d'arbres, pas de montagnes protectrices, pas de vallées fermées où une meute pourrait disparaître facilement. Les grandes plaines sont un océan d'herbe, de vent et de distance. Un monde ouvert, brutal, où l'horizon semble toujours reculer. En hiver, le froid mord la peau. Le vent traverse les plaines comme une lame. La neige peut recouvrir les pistes, ralentir les proies, épuiser les plus faibles. En été, la chaleur écrase le sol. La poussière monte sous les sabots. L'eau devient précieuse. Et chaque déplacement coûte de l'énergie. Dans un tel territoire, le loup ne peut pas survivre comme n'importe quel prédateur. Il doit lire le paysage. Il doit comprendre le vent, les odeurs, les traces, les mouvements lointains. Il doit savoir quand poursuivre, quand s'arrêter, quand renoncer. Car dans les grandes plaines, une erreur peut coûter cher. Courir trop tôt, c'est gaspiller ses forces. Attaquer trop vite, c'est risquer une blessure. Et pour un loup sauvage, une blessure grave peut devenir une condamnation. C'est là que les bisons entrent dans l'histoire. Ils ne sont pas seulement une proie. Ils sont le cœur battant des plaines. Quand les troupeaux avancent, tout le territoire semble changer avec eux. L'herbe est couchée. La terre est marquée. Les pistes s'ouvrent. Les charognards suivent. Les prédateurs observent. Les peuples humains, eux aussi, savent que le passage des bisons peut signifier nourriture, vêtements, outils, survie. Le bison n'est pas un simple animal dans ce monde. C'est une force. Et le loup des grandes plaines a appris à vivre autour de cette force. Il ne possède pas les plaines comme un roi possède un royaume. Il les traverse comme une ombre. Il suit les mouvements. Il attend les failles. Il accompagne les migrations, les regroupements, les moments où les jeunes s'éloignent, où les vieux ralentissent, où l'hiver rend chaque pas plus lourd. Dans ce paysage sans refuge, la meute devient essentielle. Un loup seul peut observer. Une meute peut tester. Elle peut encercler, fatiguer, isoler. Pas toujours pour tuer immédiatement. Souvent pour comprendre. Pour sentir quel animal est vulnérable. Pour choisir le bon moment. Car face au bison, le loup n'a pas le luxe de l'arrogance. Un bison adulte n'est pas une proie facile. C'est une masse de muscles, de cornes et de puissance. Il peut repousser un prédateur, charger, frapper, briser des os. Alors le loup des grandes plaines survit par une qualité plus froide que la force brute, la patience. Mais cette patience avait besoin d'un monde encore intact. Un monde où les troupeaux couvraient l'horizon.
Un monde où le prédateur pouvait suivre les bisons sans rencontrer des clôtures, des fusils et des routes. Et ce monde, bientôt, allait commencer à se fissurer. Face à un bison, le loup des grandes plaines n'a pas droit à l'erreur. De loin, on pourrait imaginer une scène simple, une meute affamée, un troupeau immense, une attaque soudaine. Mais dans la réalité sauvage, rien n'est aussi facile. Un bison adulte n'est pas une proie ordinaire. C'est un mur vivant. Un animal capable de tenir tête à plusieurs loups, de charger sans prévenir, de frapper le sol, de balancer ses cornes avec une violence suffisante pour blesser gravement un prédateur. Et pour un loup, être blessé, ce n'est pas seulement souffrir. C'est perdre sa place dans la chasse. C'est ralentir la meute. C'est peut-être mourir quelques jours plus tard, loin du troupeau, loin de la nourriture, loin de la force du groupe. Alors le loup attend. Il observe la harde comme on observe une tempête. Il ne cherche pas l'animal le plus impressionnant. Il cherche celui qui boite à peine. Celui qui reste un peu en arrière. Le veau qui s'éloigne trop. Le vieux bison qui économise ses pas. La bête affaiblie par l'hiver, par la maladie, par une ancienne blessure. La chasse commence souvent avant la course. Elle commence dans le regard. Une meute peut suivre longtemps sans attaquer. Elle teste les réactions. Elle approche, recule, contourne. Elle pousse légèrement le troupeau à se déplacer, non pas pour le vaincre tout de suite, mais pour révéler une faiblesse. Le vrai combat n'est pas toujours dans le choc. Il est dans l'usure. Et c'est là que le loup devient redoutable. Pas parce qu'il est plus fort que le bison, mais parce qu'il sait attendre le moment où la force du bison ne suffit plus. Dans les grandes plaines, la survie appartient rarement aux plus puissants. Elle appartient à celui qui comprend le mieux le rythme du territoire. Le froid, la faim, la fatigue, la distance, la peur. Un veau séparé de sa mère. Une bête isolée dans la neige. Un animal qui hésite une seconde de trop. Cette seconde peut nourrir toute une meute. Mais le loup des grandes plaines ne dépendait pas seulement de la chasse directe. Les carcasses de bisons, les animaux morts de froid, d'épuisement ou de maladie pouvaient aussi devenir des sources de nourriture. Dans cet équilibre ancien, rien n'était perdu. La mort d'un géant nourrissait les prédateurs, les corbeaux, les insectes, la terre elle-même. Le bison portait la plaine sur son dos. Et le loup suivait cette abondance avec l'intelligence froide de ceux qui savent que la nature ne pardonne pas les gestes inutiles. Mais justement, que devient une meute quand cette abondance disparaît? Que devient un prédateur patient quand les troupeaux ne couvrent plus l'horizon? Le danger, pour le loup des grandes plaines, n'est pas venu d'un bison plus fort que les autres. Il est venu des hommes. Des fusils, des rails, des clôtures, des marchés, et d'une décision silencieuse, presque méthodique, vider les plaines de leurs bisons. Pendant longtemps, les grandes plaines ont semblé trop vastes pour être vidées. Trop immenses, trop sauvages, trop pleines de vie. Les bisons avançaient par milliers, parfois par dizaines de milliers, comme si aucun pouvoir humain ne pouvait vraiment interrompre leur marche. Ils étaient la masse vivante du continent. Leur souffle, leurs sabots, leur migration faisaient partie du paysage autant que le vent, l'herbe et la poussière. Mais au XIXe siècle, quelque chose change. Les fusils deviennent plus nombreux. Les chasseurs avancent. Les voies ferrées découpent les territoires. Les marchés réclament des peaux, des os, de la viande. Les plaines ne sont plus seulement vues comme un monde sauvage. Elles deviennent une ressource à exploiter, un espace à conquérir, un obstacle à organiser. Et les bisons tombent. Un par un d'abord, puis par centaines, puis par milliers. Ce qui avait mis des siècles à façonner les grandes plaines commence à s'effondrer en quelques décennies. Là où passaient les hardes, il reste des carcasses, des crânes blanchis, des silences étranges. Les peuples qui dépendaient du bison sont frappés au cœur. Les charognards changent de route. Les prédateurs perdent leurs repères. Et le loup des grandes plaines, lui, perd sa grande ombre à suivre. Quand les bisons deviennent rares, le loup ne disparaît pas immédiatement. Il cherche. Il s'adapte. Il fait ce que tout animal sauvage tente de faire quand son monde se referme. Il survit. Mais survivre près des humains devient dangereux. Les troupeaux domestiques remplacent peu à peu les troupeaux sauvages. Les bovins occupent les pâturages. Les clôtures coupent les passages. Les loups, affamés ou simplement opportunistes, s'approchent parfois du bétail. Et à partir de ce moment-là, leur image bascule. Hier, ils étaient les prédateurs d'un monde libre. Maintenant, ils deviennent des voleurs.
des nuisibles, des ennemis. L'homme avait détruit une grande partie de la proie sauvage. Puis il a puni le prédateur d'avoir faim. Cette phrase résume presque toute la tragédie du loup des grandes plaines. Car le conflit n'est pas né d'un animal soudainement devenu cruel. Il est né d'un déséquilibre. Le territoire avait changé. Les règles avaient changé. Mais le loup, lui, faisait encore ce qu'il avait toujours fait. Suivre la nourriture, tester les faiblesses, protéger sa meute, survivre au prochain hiver. Pour les éleveurs, la peur était réelle. Perdre une bête, c'était perdre de l'argent, parfois une part de sécurité. Pour les loups, s'approcher des troupeaux était souvent une conséquence directe d'un monde sauvage qui se réduisait. Mais dans l'histoire humaine, on écoute rarement la fin du prédateur. On écoute surtout la peur qu'il provoque. Alors les pièges se multiplient. Les primes encouragent la chasse. Le poison circule. Le loup n'est plus seulement tué parce qu'il attaque. Il est tué parce qu'il pourrait attaquer. Parce qu'il représente encore cette part du sauvage que l'on veut faire reculer. Et peu à peu, le loup des grandes plaines cesse d'être une présence familière des horizons. Il devient une trace. Une rumeur. Un nom accroché à un monde presque disparu. Mais le plus troublant reste à venir. Ce loup s'est-il vraiment éteint, ou a-t-on surtout détruit la vie qui faisait de lui ce qu'il était? Quand on parle du loup des grandes plaines, une question revient souvent. A-t-il vraiment disparu? La réponse est moins simple qu'elle en a l'air. Car le loup des grandes plaines n'est pas toujours présenté comme une espèce séparée, mais plutôt comme une sous-espèce ou une population particulière du loup gris. On l'associe souvent au nom scientifique Canilupus nubilus et parfois au surnom de Buffalo Wolf, le loup des bisons. Mais chez les loups, les frontières sont rarement aussi nettes que sur une carte. Les loups se déplacent. Ils se croisent. Ils s'adaptent au territoire. Leur apparence, leur taille, leur comportement peuvent varier selon les régions, les proies disponibles, le climat, la pression humaine. Et quand les scientifiques tentent de classer ces populations, ils ne décrivent pas toujours des cases parfaitement séparées. Ils décrivent parfois des nuances, des mélanges, des histoires génétiques complexes. Autrement dit, le loup des grandes plaines n'est pas un fantôme facile à identifier. Ce qui a disparu, en revanche, est beaucoup plus clair. C'est le monde qui faisait de lui ce qu'il était. Le grand loup qui suivait les hardes de bisons à travers les plaines ouvertes. Le prédateur habitué à lire les mouvements d'un territoire immense. L'ombre qui avançait derrière les troupeaux, qui se nourrissait parfois d'une chasse réussie, parfois d'une carcasse laissée par l'hiver, la maladie ou l'épuisement. Ce loup-là appartenait à une dynamique sauvage très particulière. Quand les bisons ont été presque effacés, quand les plaines ont été clôturées, quand les troupeaux domestiques ont remplacé les hardes libres, le loup n'a pas seulement perdu une proie. Il a perdu son rôle. Et c'est peut-être là que son histoire devient plus troublante. Un animal peut survivre dans une autre région. Une lignée peut se mélanger à une autre. Un nom scientifique peut rester dans les livres. Mais que reste-t-il vraiment d'un loup quand le territoire qu'il a façonné n'existe plus de la même façon? Peut-on encore parler du même prédateur si ses routes ont disparu? Si les grandes migrations qu'il suivait ont été brisées? Si sa relation ancienne avec le bison n'est plus qu'un souvenir? C'est pour cela que le loup des grandes plaines occupe une place étrange dans l'imaginaire. Il n'est pas seulement un animal rare ou persécuté. Il représente une forme de disparition plus profonde, la disparition d'un équilibre. Un équilibre entre les bisons, les loups, les charognards, les peuples humains, les saisons, les distances. Et quand cet équilibre tombe, il ne suffit pas de dire « il reste encore des loups ailleurs ». Parce que ce n'est pas la même histoire. Le loup des grandes plaines était lié à un décor, à une proie, à une manière de survivre. Il était le produit exact d'un monde ouvert, dur, dangereux, mais cohérent. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « ce loup a-t-il totalement disparu ?» La vraie question est plus sombre. Combien de temps un animal peut-il rester lui-même quand tout ce qui donnait un sens à sa vie sauvage a été détruit autour de lui? Le loup des grandes plaines n'a jamais été seulement un animal. Dans le regard humain, le loup porte toujours quelque chose de plus lourd que son propre corps. Il porte la peur, la fascination, le respect, parfois la haine, parfois même une forme d'admiration silencieuse. Tant qu'il reste loin, dans les herbes hautes, il devient une image puissante. Un symbole du sauvage. Une silhouette libre, intelligente, presque mythique. On peut l'imaginer courant derrière les bisons, disparaissant dans la poussière, hurlant au bord d'un ciel immense. Mais dès qu'il approche des troupeaux domestiques, tout change. Le symbole devient menace.
Le prédateur devient problème. La beauté sauvage devient danger économique. C'est là que la cohabitation entre l'homme et le loup devient si difficile. Parce qu'elle ne se joue pas seulement dans la nature. Elle se joue dans les émotions humaines. Dans la peur de perdre une bête. Dans la colère après une attaque. Dans l'impression que le loup n'est pas seulement un animal qui cherche à manger, mais un ennemi qui défie l'autorité humaine. Et pourtant, du point de vue du loup, il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de mal. Il y a seulement la faim, la meute, les petits à nourrir, l'hiver à traverser, le territoire à parcourir. Le loup ne comprend pas les clôtures comme nous les comprenons. Il ne distingue pas une proie sauvage d'une proie possédée. Il suit l'odeur. Il mesure le risque. Il saisit l'occasion. Mais l'homme, lui, voit autre chose. Il voit une intrusion. Il voit un monde ancien qui refuse de disparaître complètement. Le loup des grandes plaines dérangeait parce qu'il rappelait que les plaines n'avaient pas toujours été domestiquées. Avant les clôtures, avant les rails, avant les ranchs, il existait un territoire immense où les bisons avançaient librement et où les loups suivaient leurs traces. Ce souvenir était dangereux. Pas parce qu'il menaçait seulement le bétail, mais parce qu'il menaçait une idée. L'idée que l'homme pouvait contrôler entièrement le paysage. Le loup est souvent haï pour ce qu'il fait. Mais il est aussi haï pour ce qu'il représente. Il rappelle que la nature n'est pas toujours douce, qu'un territoire vivant contient des prédateurs, que la mort nourrit parfois la vie, que l'équilibre ne ressemble pas toujours à la paix. Et c'est peut-être pour cela que sa symbolique reste si forte. Dans les légendes, le loup devient gardien, démon, guide, monstre, esprit, frère sauvage. Il change de visage selon les peurs et les besoins de ceux qui racontent son histoire. Pour certains, il incarne la cruauté. Pour d'autres, la loyauté de la meute, l'instinct, la liberté, la résistance. Le loup des grandes plaines se trouve au croisement de tout cela. Il est à la fois un animal réel, un prédateur concret et une ombre mythique. Une présence qui suivait les bisons, mais aussi une question posée aux humains. Jusqu'où peut-on transformer un monde avant de perdre quelque chose d'essentiel? Car ce loup n'était pas un monstre. Il était le produit exact de son territoire. Et quand ce territoire a été détruit, il est devenu presque impossible à comprendre. Alors il reste une dernière image. Une plaine au crépuscule. Quelques bisons au loin. Le vent qui soulève la poussière. Et derrière eux, peut-être, une silhouette grise qui avance encore. Que suivait vraiment ce loup? Les bisons. Ou la dernière trace d'une Amérique sauvage que l'on ne reverra jamais tout à fait. Aujourd'hui, quand on imagine les grandes plaines, on voit parfois quelques bisons dans des réserves, des paysages protégés, des fragments de ce qui fut autrefois un monde immense. Mais ce monde n'est plus exactement le même. Les hardes ne couvrent plus l'horizon comme des tempêtes vivantes. Les loups ne suivent plus librement les mouvements d'un continent ouvert. Les pistes anciennes ont été coupées, transformées, oubliées. Ce qui était autrefois une route sauvage est devenu une mémoire. Et c'est peut-être cela qui rend le loup des grandes plaines si fascinant. Il ne nous parle pas seulement d'un prédateur. Il nous parle d'un lien. D'un équilibre fragile entre une proie gigantesque, un canidé sauvage, un territoire sans fin, et des peuples qui savaient que le bison n'était pas seulement de la viande, mais une présence centrale dans leur monde. Quand les bisons ont presque disparu, ce n'est pas seulement une espèce qui a vacillé. C'est tout un théâtre sauvage qui s'est effondré. Le loup qui les suivait a perdu sa route, sa chasse, son rôle, son mystère. Il est devenu une ombre dans les récits, un nom dans les classifications, une silhouette difficile à séparer des autres loups gris. Mais quelque part, son image survit encore. Dans le vent des plaines, dans le retour fragile des bisons, dans les débats sur la cohabitation avec les prédateurs, dans cette fascination que nous avons toujours pour le loup, même quand il nous dérange. Peut-être que le loup des grandes plaines n'a pas totalement disparu. Peut-être qu'il survit autrement. Dans les loups d'aujourd'hui, dans les paysages que l'on tente de réparer. Et dans cette question que son histoire nous laisse. Quand nous détruisons le monde d'un animal, faisons-nous disparaître seulement une population ou une manière entière d'habiter la Terre? Si cette histoire t'a marqué, dis-moi en commentaire. Selon toi, le loup des grandes plaines appartient-il au passé ou son esprit marche-t-il encore derrière les bisons?